3 heures après le début du mariage royal de ma sœur, j'ai ouvert ma porte d'entrée, et j'ai trouvé 6 gardes armés se tenant sur ma pelouse. Ce n'étaient pas des policiers, ni du personnel militaire. C'étaient des gardes royaux, le genre que l'on ne voit qu'à la télévision. Leur véhicule sombre s'étirait le long de la rue calme de Norfolk, en Virginie, faisant clignoter des lumières discrètes, pendant que mes voisins jetaient des coups d'œil à travers leurs rideaux. Le garde le plus grand s'est avancé. « Commandante Emily Carter ?» « Oui. » Il s'est redressé. « Sa Majesté requiert votre présence, immédiatement. » Pendant un instant, j'ai honnêtement pensé qu'il s'agissait d'une erreur. Car, alors que ma sœur épousait un prince cet après-midi-là, je n'étais même pas invité au mariage. Et, selon elle, j'étais une source d'embarras. En y repensant aujourd'hui, je me rends compte que c'est à cet instant précis que tout a basculé. Mais, pour comprendre pourquoi des gardes royaux se sont présentés chez moi ce jour-là, il faut d'abord comprendre ce qui s'était passé auparavant. Je m'appelle Emily Carter. J'ai servi pendant 28 ans dans la marine des États-Unis. À l'époque de cette histoire, j'avais 28 ans, et j'étais en poste près de Norfolk. La plupart des gens qui me rencontraient me décrivaient comme quelqu'un de stable, de fiable, le genre de personne qui répondait présent quand les choses devenaient difficiles. Je n'étais pas glamour. Je n'étais pas célèbre. Et, contrairement à ma sœur aînée, Rachel, je n'ai jamais cherché à attirer l'attention. Rachel et moi avons grandi dans une petite ville de la banlieue de Columbus, dans l'Ohio. Notre père travaillait à l'entretien pour le district scolaire du comté. Notre mère, elle, a passé des années en tant qu'infirmière. Nous n'étions pas pauvres, mais il n'y avait pas beaucoup d'argent de reste. En grandissant, Rachel a toujours rêvé d'une vie plus grandiose. Elle découpait des photos dans des magazines, et les scotchait sur les murs de sa chambre, des demeures de rêve, des robes de créateurs, des vacances de luxe, des stars de cinéma, des familles royales, en somme, tout ce qui semblait prestigieux. Moi, j'étais différente. J'aimais la structure, les responsabilités, le fait d'avoir un but. Tandis que Rachel rêvait d'être admirée, je rêvais de servir une cause plus grande que moi. Aucun de ces rêves n'était mauvais. Ils étaient, tout simplement, différents. Enfants, nous étions en fait très proches. Vraiment très unis. Rachel avait 3 ans de plus que moi. Quand les garçons du quartier la taquinaient, je prenais sa défense. Quand elle avait des difficultés à l'école, je l'aidais à faire ses devoirs. Lorsque nos parents se disputaient à propos de l'argent, nous nous asseyions ensemble sur la véranda arrière, et nous imaginions des avenirs meilleurs. À l'époque, je pensais que nous resterions toujours proches. Mais la vie avait d'autres projets. Après le lycée, Rachel a déménagé à New York. Elle a enchaîné divers emplois, relations publiques, marketing, organisation d'événements. Elle était intelligente, ambitieuse, et extrêmement déterminée. Finalement, elle a trouvé le succès en organisant des galas de charité, et des réceptions mondaines pour des clients fortunés. Pendant ce temps, j'ai rejoint la marine. L'armée est devenue ma seconde famille. Les années ont passé à toute vitesse. Déploiement, entraînement, affectation, et de longues périodes loin de la maison. Rachel et moi nous parlions toujours, mais moins souvent. Chaque année, nos vies semblaient s'éloigner un peu plus l'une de l'autre. Puis, 2 ans avant le mariage, Rachel m'a appelé pour m'annoncer une nouvelle choquante. Elle avait rencontré le prince Alexander. Au début, j'ai ri. Je pensais sincèrement qu'elle plaisantait. Les femmes américaines n'ont pas l'habitude d'appeler leur sœur, pour annoncer avec désinvolture qu'elles sortent avec un prince. Et pourtant, c'était la stricte vérité. Alexander appartenait à une famille royale européenne respectée. Ce n'était pas l'une de ces gigantesques monarchies dont les gens parlent tous les jours, mais une véritable famille royale malgré tout. Leur relation est rapidement devenue sérieuse. Les médias adoraient cette histoire, une Américaine originaire de l'Ohio, tombant amoureuse d'un prince. Cela ressemblait à un conte de fées. Et, pendant un temps, j'étais sincèrement heureuse pour elle. Chaque fois que des journalistes apparaissaient à la télévision pour parler de leurs fiançailles, je souriais. Rachel avait l'air comblée. Cela me suffisait. Du moins, c'est ce que je croyais. Les premiers signes de problème sont apparus après l'annonce des fiançailles. Rachel est devenue de plus en plus soucieuse des apparences. Tout devait paraître parfait. Chaque photographie, chaque événement public, chaque interview. Elle a commencé à parler différemment, à s'habiller différemment,
et même à rire d'une autre manière. C'était presque comme si elle devenait quelqu'un d'autre. Un soir, environ 6 mois avant le mariage, j'ai pris l'avion pour New York, afin de lui rendre visite. Nous nous sommes retrouvés pour dîner. Au début, tout semblait normal. Puis, elle s'est mise à parler de la cérémonie, des listes d'invités, du protocole royal, de la couverture médiatique et de la sécurité. Finalement, elle m'a regardé, et elle a prononcé une phrase étrange, « Tu devrais probablement éviter de porter ton uniforme devant certaines personnes. » J'ai froncé les sourcils. Pourquoi? Elle a hésité. Ça ne correspond tout simplement pas à l'image. L'image? Je me souviens clairement de ces mots, car ils m'ont blessé bien plus que je ne l'aurais cru. Mon uniforme représentait des années de sacrifice, des années de service, des amis perdus, une famille qui m'a manqué, des rêves repoussés à plus tard. Ce n'était pas une image. C'était ma vie. J'ai essayé d'en rire, mais quelque chose s'est brisé entre nous, ce soir-là. À l'approche du mariage, nos conversations sont devenues plus courtes, moins fréquentes, et beaucoup plus inconfortables. Puis est arrivé l'appel téléphonique. Celui dont je me souviens encore, mot pour mot. J'étais assise dans mon appartement, après une longue journée sur la base. Les invitations pour la cérémonie avaient déjà été postées. La mienne n'est jamais arrivée. Au début, j'ai supposé qu'elle s'était perdue dans le courrier, alors j'ai appelé Rachel. « Salut », ai-je dit d'un ton léger, je vérifie juste. Je n'ai jamais reçu mon invitation. Il y a eu un silence, suffisamment long pour me nouer l'estomac. Puis, elle a soupiré. « Émilie, seule la famille proche est invitée. » J'ai ri nerveusement. « Rachel, je fais partie de la famille proche. » Un autre silence. Ensuite est venue la phrase qui a tout changé. « Tu n'as pas ta place là-bas. » J'ai senti ma poitrine se serrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa voix s'est durcie. « S'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles. Rachel. » Un autre silence de sa part. Puis, elle l'a finalement lâché. « Tu es une source d'embarras. » Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne saurais le décrire. Non pas parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils venaient d'elle. Ma propre sœur. La fille qui avait l'habitude de partager une balancelle avec moi, pendant les orages. La fille que j'avais protégée toute ma vie. Je ne pouvais plus parler. Rachel a continué, « Tu ne comprends pas comment ces événements fonctionnent. Aide-moi à comprendre. Tu ne corresponds tout simplement pas à ce monde. » J'ai fixé le mur du regard. Pendant plusieurs secondes, aucune de nous n'a prononcé un mot. Finalement, j'ai murmuré, « J'espère que tu seras heureuse, Rachel. » Ensuite, j'ai raccroché. Je n'ai pas pleuré tout de suite. La marine vous apprend à compartimenter vos émotions. Mais, plus tard dans la soirée, seul dans mon appartement, je me suis assise en silence, et je me suis demandé comment nous avions pu nous éloigner à ce point. Le mariage a eu lieu 3 semaines plus tard. Ce même matin, notre organisation locale d'anciens combattants organisait une cérémonie commémorative, en l'honneur de plusieurs marins récemment décédés. J'ai choisi d'assister à cet hommage. Non pas par désir de vengeance, ni parce que j'étais en colère. Mais parce que ces hommes comptaient, et parce que je n'étais la bienvenue nulle part ailleurs. Alors que je me tenais parmi mes camarades vétérans ce matin-là, écoutant la sonnerie aux morts résonner à travers les allées du cimetière, j'ai essayé de ne pas penser à Rachel. J'ai essayé de ne pas imaginer la cérémonie, de ne pas me demander si je lui manquais un tant soit peu. Je n'avais aucun moyen de savoir que, 3 heures plus tard, des gardes royaux arriveraient à ma porte, et que tout le mariage commencerait à s'effondrer. Le service commémoratif s'est terminé peu avant midi. Je suis resté en retrait, après le départ de la plupart des gens. Ce n'était pas inhabituel pour moi. Beaucoup d'anciens combattants de mon âge assistaient à ces cérémonies par respect. Les vétérans plus âgés, eux, y participaient parce qu'ils comprenaient une vérité que beaucoup de jeunes n'avaient pas encore apprise, le temps est précieux, et les gens s'apprécient rarement à leur juste valeur, tant qu'ils sont encore en vie. Le cimetière reposait sous un ciel dégagé de Virginie. Une douce brise se faufilait à travers les rangées de drapeaux. Je me tenais silencieusement dans mon uniforme de cérémonie de la marine, les mains croisées dans le dos, fixant un mémorial en granit. À mes côtés se trouvait le premier maître Frank Dawson, un marin à la retraite, âgé d'une 60aine d'années. Au fil des ans, Frank était devenu une sorte de mentor pour moi.
Il a jeté un coup d'œil dans ma direction. Vous avez l'air distraite, aujourd'hui. J'ai souri faiblement. Vraiment? Oui, vraiment. J'ai ri doucement. J'imagine que je ne le cache pas très bien. Franck a hoché la tête. Le mariage. Je l'ai regardé, surprise. Comment le savez-vous? Il a souri largement. Parce que vous venez de passer les 20 dernières minutes à fixer ce monument, sans même le voir. Cela m'a fait rire, pour la première fois de la matinée. Franck a posé une main réconfortante sur mon épaule. La famille peut vous blesser bien plus profondément que les ennemis ne le pourraient jamais. Ces mots me sont restés en mémoire, car ils étaient d'une justesse implacable. Au moment où je suis rentré chez moi, le mariage royal était déjà en cours. Toutes les grandes chaînes d'information semblaient le couvrir. Camions de télévision, commentateurs, invités arrivant dans des voitures de luxe, images de drones, journalistes souriants. L'ensemble ressemblait à une véritable scène de film. J'ai apporté une tasse de café dans mon salon, et je me suis assise. Contre mon meilleur jugement, j'ai allumé la télévision. Rachel était là. Ma propre sœur, se tenant sous une arche florale qui valait plus que mon salaire annuel. Elle était magnifique, radieuse même. L'espace d'un instant, j'ai oublié ma douleur. J'ai oublié l'appel téléphonique, j'ai oublié l'insulte. J'ai simplement vu ma sœur, la fille avec qui j'avais grandi. Et, malgré tout ce qui s'était passé, je voulais qu'elle soit heureuse. La voix du commentateur a rempli la pièce, un véritable conte de fées des temps modernes. J'ai coupé le son de la télévision. Des contes de fées. La vie était rarement aussi simple. Alors que je regardais les images muettes défiler sur l'écran, des souvenirs ont commencé à refaire surface. Le genre de souvenirs qui surgissent à l'improviste. Quand Rachel avait 16 ans, elle voulait désespérément participer à un programme d'été sur le leadership. Nos parents n'en avaient pas les moyens. Les frais de scolarité n'étaient pas astronomiques, mais c'était plus d'argent que ce dont nous disposions. J'avais 13 ans. J'ai passé tout l'été à tondre des pelouses, et à nettoyer des garages dans toute la ville. Lorsque la date limite est arrivée, j'ai tendu à Rachel une enveloppe, contenant chaque dollar que j'avais gagné. Elle a pleuré. Elle m'a serré dans ses bras avec une telle force que je pouvais à peine respirer. Tu n'étais pas obligé de faire ça. J'en avais envie. À l'époque, cela suffisait amplement. Nous prenions soin l'une de l'autre. Ou, du moins, c'est ce que je croyais. Un autre souvenir a émergé. La première année de Rachel à New York. Elle avait de graves difficultés financières, jonglait entre 2 emplois, vivait avec 3 colocataires, et tentait désespérément de se bâtir une carrière. Une nuit, elle m'a appelé en larmes. Elle avait 3 mois de retard sur son loyer. Je venais tout juste de recevoir une prime de rengagement de la marine. Sans la moindre hésitation, je lui ai viré l'argent. Elle a promis de me rembourser. Je ne le lui ai jamais réclamé. La famille n'était pas censée tenir les comptes. Du moins, c'est ce dont j'étais persuadé. J'ai complètement éteint la télévision. Le silence me faisait plus de bien. J'ai passé l'heure suivante à m'occuper du petit jardin, situé derrière ma maison de ville. Le jardinage était devenu ma thérapie. La vie militaire pouvait être chaotique, mais les plantes, elles, étaient honnêtes. Vous preniez soin d'elles, et elles poussaient. C'était simple, et prévisible, contrairement aux êtres humains. Alors que j'arrosais une rangée de plants de tomates, mon téléphone a vibré. Un message de ma mère, je regarde le mariage. J'aimerais que tu sois là. J'ai fixé le message. Puis, un autre est arrivé, ton père n'arrête pas de demander si tu as eu des nouvelles de Rachel. Je n'en avais pas eu. Pas depuis cette fameuse appel téléphonique. J'ai tapé une réponse, non, mais je vais bien. Quelques secondes plus tard, ma mère m'a répondu, je t'aime. Ces 3 mots m'ont presque brisé, car ils me rappelaient que tout le monde ne mesurait pas la valeur d'une personne à son statut social. Certaines personnes accordaient encore de l'importance au caractère. Vers 14 heures, la curiosité l'a emporté. J'ai rallumé la télévision. La cérémonie battait son plein. Le prince Alexander se tenait aux côtés de Rachel, sous un pavillon richement décoré. Des centaines d'invités remplissaient d'élégantes chaises blanches. Le décor surplombait la baie de Chesapeake. Tout semblait parfait, pourtant, un détail a attiré mon attention. Alexander semblait distrait.
Il n'était pas nerveux, mais plutôt préoccupé. À plusieurs reprises, il a jeté un coup d'œil vers la zone réservée aux invités, puis vers les membres de la famille de Rachel, et de nouveau vers les sièges. Je ne pouvais pas entendre les conversations, mais son expression semblait de plus en plus troublée. Je me suis dit que je me faisais des idées. Ensuite, un journaliste a souligné un fait intéressant, le prince semble s'entretenir avec des proches, entre différentes parties de la cérémonie. Cela m'a paru très étrange. La plupart des mariés étaient bien trop occupés à se marier, pour mener des entretiens familiaux en plein milieu de l'événement. Plus tard, lors d'une séquence de la réception, les caméras ont brièvement filmé Alexander en train de parler avec mes parents. Mon père avait l'air mal à l'aise. Ma mère semblait très émue. Alexander, de son côté, paraissait complètement confus. Une sensation étrange s'est installée dans mon estomac. Quelque chose ne tournait pas rond. Des heures plus tard, j'allais apprendre ce qui s'était réellement passé. Mais, à ce moment-là, je ne savais absolument rien. Ce que j'ignorais, c'est qu'Alexander avait posé une question simple, où est Emily? Il s'attendait à ce que je sois là, et pas seulement présente, mais assise au premier rang, avec la famille immédiate. Lorsque mes parents lui ont expliqué que je n'avais pas été invité, Alexander a apparemment pensé qu'il y avait un malentendu. Ce n'était pas le cas. Rachel a tout avoué. D'après ce que j'ai appris par la suite, leur conversation est devenue très tendue, très rapidement. Emily ne pouvait pas venir, a d'abord prétendu Rachel. Puis, mon père l'a corrigé, elle n'a pas été invitée. Alexander l'a dévisagé. Comment ça, elle n'a pas été invitée? Rachel a apparemment essayé de balayer la question, mais le mal était fait. Plusieurs membres de la famille royale ont surpris cet échange, y compris le père d'Alexander, le roi. Depuis près de 2 ans, ils espéraient me rencontrer, et ils découvraient à cet instant précis que j'avais été délibérément exclu. Pendant ce temps, totalement ignorante de la tempête qui se préparait autour de ce mariage, j'étais assise chez moi, en train de lire un roman. Cette ironie me fait encore sourire. L'histoire était en marche, et je me demandais, de mon côté, si mon plant de tomate avait besoin d'un peu plus d'eau. Vers 15 heures, un autre souvenir a fait surface, un souvenir que j'avais presque oublié. Des années plus tôt, lors d'une mission humanitaire à l'étranger, j'avais aidé un homme âgé après un accident de transport. Cela m'avait paru insignifiant, un simple moment parmi des milliers d'autres, au cours d'un déploiement militaire. Je n'ai jamais su grand-chose sur lui. Je ne m'attendais pas à le revoir. Et je n'aurais certainement jamais cru que cette rencontre aurait la moindre importance, des années plus tard. J'ai repoussé ce souvenir de mon esprit. À ce moment-là, cela me semblait sans aucun lien, juste une pensée aléatoire de plus. Dehors, le quartier demeurait paisible. Des enfants faisaient du vélo. Des chiens aboyaient. Quelqu'un passait la tondeuse. C'était une après-midi américaine parfaitement ordinaire. Puis, quelque part en Virginie, une décision fut prise. Un roi a donné un ordre, des véhicules ont été préparés, des équipes de sécurité se sont mobilisées, et un convoi a discrètement quitté le lieu du mariage. Sa destination n'était pas un bâtiment gouvernemental. Ce n'était pas une ambassade, et ce n'était pas non plus une installation militaire. C'était ma petite maison de ville. Et, ça, je n'allais l'apprendre que 30 minutes plus tard. La première chose que j'ai remarquée, c'est le bruit. Pas des sirènes, ni des klaxons, mais des moteurs. Plusieurs moteurs, graves et réguliers. J'ai levé les yeux du livre de poche, posé sur mes genoux. À travers la fenêtre avant de ma maison, je pouvais voir des véhicules sombres tourner lentement dans ma rue. Au début, j'ai supposé que quelqu'un d'important avait emménagé dans le quartier. Peut-être un politicien, ou bien un haut responsable militaire. Norfolk n'était pas tout à fait étrangère aux uniformes, et au personnel gouvernemental. Ensuite, le véhicule de tête s'est arrêté pile devant chez moi. J'ai froncé les sourcils. Ma première pensée fut qu'une tragédie était arrivée. Une urgence familiale. Un accident. Un incident militaire. Dans mon domaine de travail, les visites inattendues apportaient rarement de bonnes nouvelles. Je me suis levé, et j'ai marché vers la fenêtre. 6 SUV noirs. Plusieurs hommes en uniforme en descendaient. Ce n'étaient pas des militaires américains. Ni des policiers locaux. C'était tout autre chose. Mon pouls s'est accéléré. L'un des hommes s'est approché de ma porte d'entrée.
Un instant plus tard, la sonnette a retenti. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai ouvert. Ils étaient là. Des gardes royaux. De véritables gardes royaux, se tenant sur mon perron. L'espace d'une seconde, je me suis honnêtement demandé si je ne rêvais pas. Le chef de la garde s'est avancé. Commandante Emily Carter? Oui. Il a hoché la tête avec respect. Sa Majesté requiert votre présence, immédiatement. J'ai cligné des yeux. Pardon? Sa Majesté requiert votre présence. Je l'ai dévisagé. Cette phrase n'avait aucun sens. Sa Majesté? Il n'y avait pas beaucoup de rois en Virginie. Je crains qu'il n'y ait une erreur, ai-je lâché. Il n'y a aucune erreur, madame. Il a produit des pièces d'identité, des accréditations officielles, des autorisations de sécurité, et des sceaux royaux. Tout semblait parfaitement légitime. J'ai regardé les documents, puis le garde, puis les véhicules derrière lui, pour finalement revenir au garde. Pourquoi Sa Majesté voudrait-elle me voir? L'expression de l'homme est restée extrêmement professionnelle. Je n'ai pas été informé des détails. Bien sûr que non. Cela aurait été beaucoup trop simple. À ce stade, mes voisins avaient commencé à remarquer l'agitation. Les rideaux bougeaient. Les portes d'entrée s'entr'ouvraient. Un adolescent, de l'autre côté de la rue, se tenait ouvertement dans son allée, nous regardant fixement. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Des gardes royaux débarquant chez votre voisine, ce n'était pas exactement un événement banal. Puis-je avoir quelques minutes, ai-je demandé. Certainement, commandante. Je suis rentré, et j'ai fermé la porte. Je me suis alors appuyé contre le battant, essayant de donner un sens à tout ce qui se passait. Rien n'avait de sens. Je n'avais pas assisté au mariage. Je n'avais pas parlé à Rachel. Je ne connaissais pas la famille royale. Du moins, c'est ce que je croyais. Après quelques instants d'hésitation, je me suis changé. Non pas parce qu'on me l'avait ordonné, mais parce que l'entraînement militaire m'avait conditionné à toujours me présenter correctement. Si quelqu'un d'important voulait me rencontrer, je n'allais pas débarquer en tenue de jardinage. J'ai enfilé mon uniforme de cérémonie de la marine, ce même uniforme que Rachel avait un jour qualifié d'embarrassant. Cette pointe d'ironie ne m'a pas échappé. En ajustant mon col, j'ai croisé mon reflet dans le miroir. L'espace d'un bref instant, j'ai songé à refuser l'invitation. À dire simplement non, à rester chez moi, et à éviter tout le drame qui était en train de se jouer. Mais ma curiosité a été la plus forte. 5 minutes plus tard, je suis ressorti. Le chef de la garde m'a ouvert la portière d'un véhicule. Merci. Je vous en prie, commandante. Alors que nous démarrions, j'ai remarqué que la moitié du quartier nous observait. Madame Grayson, qui habitait 3 maisons plus loin, m'a même fait signe de la main. Je lui ai rendu son signe. Puis, le convoi a tourné sur la route principale, et mon après-midi ordinaire a disparu dans notre sillage. Le trajet a duré environ 45 minutes. Personne n'a proposé d'informations de son propre chef. J'ai posé des questions. Il répondait poliment, mais sans se montrer vraiment utile. Tout le monde va bien? Oui, madame. Quelque chose s'est-il passé? Je ne suis pas autorisé à discuter des détails. Est-ce que j'ai des ennuis? Cela a arraché le plus infime des sourires à l'un des gardes. Non, commandante. C'était au moins ça de prix. Tandis que nous roulions vers le complexe hôtelier du front de mer, où se déroulait le mariage, mes pensées vagabondaient. Je passais mon temps à imaginer toutes les possibilités. Peut-être que Rachel avait changé d'avis. Peut-être y avait-il une urgence familiale. Ou peut-être que quelqu'un avait besoin de conseils militaires. Chacune de ces théories me semblait ridicule. Finalement, j'ai renoncé à chercher des explications. Le convoi a quitté l'autoroute, et s'est approché du lieu de la réception. L'ampleur de l'événement est devenue immédiatement évidente. Des camionnettes de télévision bordaient l'entrée. Des camions satellites saturaient les aires de stationnement. Des photographes s'agglutinaient dans les zones médiatiques prévues à cet effet. Les invités déambulaient entre des bâtiments élégants, et des pavillons en bord de mer. L'endroit tout entier semblait tout droit sorti des pages d'un magazine. C'est alors que notre convoi est arrivé. Le personnel de sécurité a immédiatement dégagé un passage pour nous. Les gens se sont retournés,
Les têtes ont pivoté. Les conversations se sont tues. Les véhicules ont avancé doucement. Et, pour des raisons que je ne comprenais toujours pas, tous les regards se sont soudainement braqués sur moi. Le garde de tête m'a ouvert la portière. Je suis descendu. La réaction fut instantanée, confusion, curiosité, chuchotement. Des centaines d'invités me dévisageaient avec insistance. Je me suis soudain senti plus exposé que je ne l'avais jamais été lors des pires inspections militaires. Dans la marine au moins, tout le monde savait pourquoi vous étiez là. Ici, en revanche, personne ne semblait comprendre la situation. Y compris moi. Le garde m'a fait signe de me diriger vers le bâtiment principal de la réception. Par ici, commandante. Je l'ai suivi. Sur notre passage, les invités s'écartaient pour nous laisser la place. Certains ont reconnu mon uniforme. D'autres ont simplement compris que quelque chose d'inhabituel était en train de se produire. Près de l'entrée, j'ai aperçu mes parents. Ma mère a poussé un petit cri de surprise. Mon père avait l'air sidéré. Aucun d'eux ne semblait savoir que j'allais arriver. En réalité, cela m'a rassuré. Au moins, ils n'étaient pas impliqués dans ce qui se tramait. Émilie, a murmuré ma mère. Je l'ai prise dans mes bras. Maman. Qu'est-ce que tu fais ici? J'espérais bien que tu puisses me le dire. Cela nous a arraché un rire nerveux. Avant que quiconque ne puisse ajouter un mot, une autre silhouette s'est approchée. Le prince Alexander. En personne, il avait l'air différent de ce qu'il laissait paraître à la télévision. Il semblait moins lisse, plus humain, mais surtout plus nerveux. Il s'est arrêté à quelques pas de moi, puis a tendu la main. Commandante Carter. Je la lui ai serrée. Votre Altesse. Le prince a souri chaleureusement. Je vous en prie, appelez-moi Alexander. Je n'étais pas certaine que le protocole royal autorise une telle familiarité. Mais, avant même que je ne puisse répondre, une autre voix est intervenue. Une voix plus âgée. Forte et mesurée. Autour de nous, la foule a semblé se redresser instantanément. Je me suis retourné, et je l'ai vu. C'était le roi en personne. L'espace d'un instant, tout a semblé s'apaiser autour de moi. Non pas parce qu'il était intimidant, mais parce que tout le monde lui vouait un respect évident. Il a marché directement vers moi. Sans la moindre hésitation, sans aucune cérémonie, sans garder de distance. Il se dirigeait droit sur moi. Instinctivement, je me suis tenu un peu plus droite. Une vieille habitude militaire. Le roi s'est arrêté face à moi. Puis, il s'est passé quelque chose qui a laissé toute l'assemblée sans voix. Il a tendu les bras, et m'a serré la main avec ses deux mains, d'une manière chaleureuse, sincère, comme s'il saluait une vieille amie. Commandante Émilie Carter. Oui, Votre Majesté. Son regard s'est adouci. Nous vous attendions. Ces mots m'ont frappé comme un train de marchandises. Il m'attendait? Pourquoi? Autour de nous, les invités échangeaient des regards perplexes. Les photographes se bousculaient. Les journalistes murmuraient dans leurs micros. Même mes parents semblaient complètement perdus. J'ai ouvert la bouche, je l'ai refermée, puis j'ai finalement réussi à formuler une question. Votre Majesté, nous sommes-nous déjà rencontrés? Le sourire du roi s'est légèrement élargi. Pas de manière formelle. Pas de manière formelle? Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Avant que je ne puisse poser une autre question, un mouvement près de l'espace de réception a attiré mon attention. Rachel. Elle se tenait près de l'entrée, observant toute la scène. Son visage était devenu d'une pâleur cadavérique. Elle ne paraissait ni en colère, ni agacée. Elle était terrifiée. Pour la première fois de la journée, on aurait dit qu'elle avait perdu le contrôle de cette histoire, qu'elle s'était donné tant de mal à écrire. Et, d'une manière ou d'une autre, j'en étais devenu l'un des personnages. Rachel ressemblait à quelqu'un qui regarde un pont s'effondrer sous ses pieds. Je n'avais jamais vu une telle expression sur son visage auparavant. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de la honte. C'était de la panique pure. Le genre de panique qui vous envahit, lorsqu'un secret que vous avez soigneusement protégé se retrouve soudainement exposé, devant des centaines de témoins. Le roi s'est légèrement tourné vers la foule. Voudriez-vous vous joindre à nous à l'intérieur, commandante? Bien sûr, Votre Majesté. Je l'ai suivi dans le bâtiment principal de la réception.
Alexander marchait à nos côtés. Plusieurs membres de la famille royale nous ont également accompagnés. La pièce dans laquelle nous sommes entrés était élégante, mais étonnamment confortable. Pas de caméra, pas de journalistes. Uniquement des membres de la famille, et une poignée de hauts conseillers. Mes parents ont été invités à y entrer. Rachel a suivi avec réticence. Dès l'instant où la porte s'est refermée, l'atmosphère a radicalement changé. Le bruit du mariage s'est évanoui. Le roi m'a fait signe de prendre une chaise. Je vous en prie, asseyez-vous. J'ai obéi. L'entraînement militaire m'avait appris à garder mon calme sous la pression. Mais, à ce moment précis, j'avais vraiment du mal. Rien dans cette journée n'avait de sens. Le roi s'est assis en face de moi. Pendant quelques secondes, il a simplement étudié mon visage. Puis, il a souri. Oui, a-t-il dit doucement. C'est bien vous, sans l'ombre d'un doute. J'ai échangé un regard confus avec mon père. Il avait l'air tout aussi perdu que moi. Finalement, j'ai posé la question qui me rendait folle depuis un moment, Votre Majesté, nous sommes-nous déjà rencontrés auparavant? Le roi s'est adossé à son siège. Ensuite, il a regardé vers Alexander. Le prince a opiné du chef. Il semblait évident qu'ils avaient préparé ce moment, et qu'ils en avaient discuté à de nombreuses reprises. Le roi a croisé les mains. Il y a 6 ans, vous serviez dans le cadre d'une mission humanitaire de la marine, en Méditerranée. J'ai plissé les yeux. La Méditerranée. Immédiatement, des souvenirs ont commencé à s'agiter dans mon esprit. Ce déploiement consistait à apporter des secours, suite à une tempête côtière dévastatrice. Des milliers de civils avaient été déplacés. Notre équipe avait passé des semaines à assister les autorités locales, aide médicale, distribution de fournitures, soutien à l'évacuation. De longues journées, et très peu de sommeil. J'ai hoché la tête lentement. Oui. Le sourire du roi s'est élargi. Pendant cette mission, il y a eu un accident, impliquant un véhicule de transport. Un souvenir a alors refait surface. Soudainement, de manière inattendue, un homme âgé, un véhicule endommagé, de la pluie, du sang, et le chaos. Je l'ai dévisagé et, pour la toute première fois, une lueur de reconnaissance a traversé mon esprit. Pas la reconnaissance de son visage, non, mais la reconnaissance de la situation. Le roi a poursuivi son récit. Vous avez extrait un inconnu blessé de l'épave d'un véhicule. La pièce est devenue incroyablement silencieuse. Je m'en souvenais. Pas parfaitement, mais suffisamment. L'accident s'était produit sur une route côtière étroite. Notre équipe transportait des vivres lorsqu'un autre véhicule a perdu le contrôle, en raison des conditions météorologiques extrêmes. Plusieurs personnes avaient été blessées. Un passager âgé s'était retrouvé pris au piège. Je me souvenais de l'avoir aidé, d'avoir stabilisé ses blessures, de l'avoir maintenu conscient, tout en attendant l'arrivée du personnel médical. Cela avait duré peut-être 2 heures, 3 tout au plus. Ce n'était qu'une journée ordinaire lors d'une mission. Ou, du moins, c'est ce que je croyais. Le roi m'a souri avec tendresse. J'étais ce passager. La pièce s'est effacée autour de moi. Du moins, c'est l'impression que j'ai eue. Pendant plusieurs secondes, je fus incapable de prononcer un mot. Je suis resté là, le regard fixe, essayant de relier ce souvenir à l'homme assis en face de moi. Le voyageur blessé d'il y a des années était en réalité le roi. Cela semblait totalement impossible, et pourtant, c'était indéniablement réel. C'était vous, me suis-je arrêté net. Le roi a hoché la tête. Oui. Je me suis penché en arrière, avec lenteur. Mon esprit rejouait des fragments de cette journée. La pluie frappant la carrosserie métallique, les gyrophares d'urgence, l'odeur du carburant, un homme âgé s'agrippant à mon bras pendant que les équipes médicales s'affairaient. Je me suis souvenu de lui avoir parlé, d'avoir essayé de le garder éveillé. Je lui racontais des histoires sur l'Ohio, sur ma famille, sur ma carrière dans la marine. Je n'avais jamais su qui il était. Pas une seule fois. Le roi a gloussé doucement. Vous n'avez jamais demandé mon nom. J'ai ri, malgré moi. Non, monsieur. Vous n'avez jamais demandé ma fonction. Non plus. Vous ne m'avez jamais traité différemment de n'importe qui d'autre. J'ai haussé les épaules. Parce que vous étiez blessé. Le regard du roi s'est fait très doux. Exactement.
La pièce est retombée dans un silence religieux. Puis, Alexander a pris la parole. Mon père a parlé de ce jour pendant des années. Je me suis tourné vers lui. Le prince arborait un large sourire. Il racontait qu'une officière de la marine américaine lui avait sauvé la vie, et avait repoussé toutes les tentatives pour être récompensée. De cette partie-là, je m'en souvenais très bien. Après l'accident, les autorités locales avaient essayé de remercier notre équipe. J'avais accepté une poignée de main, et j'étais passé à autre chose. C'était la norme. Le personnel militaire n'accomplit pas des actes de bravoure en attendant des honneurs. La plupart ne le font pas, du moins. Le roi a acquiescé. Quand je suis rentré chez moi, j'ai demandé à mon personnel de vous identifier. J'ai cligné des yeux, surprise. Vraiment? Nous y sommes finalement parvenus. Cela expliquait beaucoup de choses. Et pourtant, cela n'expliquait presque rien du tout. Alors, pourquoi personne ne m'a jamais contacté? Le sourire du roi s'est fait encore plus grand. Parce que vous aviez spécifiquement demandé à ce qu'aucune reconnaissance particulière ne vous soit accordée. J'ai poussé un gémissement résigné. Cela me ressemblait tellement. Plusieurs personnes ont ri dans la pièce. Même mon père. Le roi m'a pointé du doigt. C'était précisément pour cela que je vous admirais tant. Son expression est devenue plus grave. Le véritable caractère d'une personne se révèle lorsque personne ne la regarde. Ces mots se sont abattus lourdement sur la pièce, et tout particulièrement sur Rachel. Je pouvais ressentir son immense malaise, sans même avoir besoin de la regarder. Alexander a repris le fil de l'histoire. Il y a 2 ans, quand Rachel et moi nous sommes fiancés, j'ai appris votre nom de famille. Son regard a glissé vers Rachel. Au début, j'ai cru à une simple coïncidence. Je savais déjà où cette conversation nous menait. Alexander a soupiré. Puis, j'ai découvert que vous étiez sœur. Il a posé ses yeux sur moi. J'étais fou de joie. La sincérité de sa voix m'a prise de court. Je voulais vous rencontrer depuis des années. Le roi a hoché la tête en signe d'approbation. Tout comme moi. J'ai jeté un regard en direction de Rachel. Elle a obstinément refusé de croiser le mien. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Lentement, mais douloureusement. Le roi a poursuivi. Lorsque les préparatifs du mariage ont commencé, nous avons spécifiquement demandé à ce que la commandante Carter reçoive une invitation officielle. La pièce est devenue d'un calme plat. Ma mère a fermé les yeux. Mon père a baissé la tête. Tout le monde savait exactement ce qui allait suivre. Tout le monde, à l'exception de moi-même. Même si je commençais sérieusement à m'en douter. Alexander avait l'air dévasté. Je supposais que vous aviez accepté. Rachel s'est remuée sur sa chaise, très mal à l'aise. Le roi s'est tourné vers elle. Sans colère, mais avec une grande fermeté. Rachel nous a informé que vos obligations militaires vous empêchaient de participer. J'ai fermé les yeux. Nous y étions. Le mensonge. Le premier gros mensonge. Bref, a repris Alexander d'une voix basse, pendant des mois, nous l'avons cru. Puis, son ton s'est durci. Aujourd'hui, j'ai appris la vérité. Personne n'a bougé. Personne n'a osé prononcer le moindre mot. Rachel a finalement chuchoté, je ne pensais pas que cela avait de l'importance. Ses paroles sont restées suspendues dans l'air. Je l'ai regardée. Je l'ai vraiment observée. Pour la première fois de la journée, j'ai vu quelque chose se cacher derrière son image lisse et travaillée. De l'insécurité, de la peur, de la jalousie, de vieilles blessures mal guéries. Rachel n'agissait pas comme une princesse. Elle agissait comme la petite fille effrayée dont je me souvenais de notre enfance. Cette petite fille qui s'inquiétait constamment de ne jamais être à la hauteur. Le roi s'est adressé à elle, avec une grande douceur. Pourquoi? Les yeux de Rachel se sont remplis de larmes. Elle n'a pas répondu tout de suite. Lorsqu'elle l'a enfin fait, sa voix était à peine audible, parce que tout le monde l'admire. La pièce a été plongée dans un silence absolu. Personne ne s'attendait à une telle réponse, pas même moi. Rachel a baissé les yeux vers ses mains. Je voulais qu'au moins une journée ne tourne qu'autour de moi. Mon cœur s'est serré. Car, soudainement, tout cela ne ressemblait plus du tout à un scandale royal. Cela ressemblait plutôt à une profonde tragédie familiale.
Des années d'insécurité, des années de comparaison, des années de rancœur refoulée, qui avaient toutes conduit à cet instant précis. Le roi a échangé un regard lourd de sens avec Alexander. Puis, il s'est levé. Je crois que les invités méritent d'entendre la vérité. Rachel a relevé la tête brusquement. Toute couleur a déserté son visage. Elle savait exactement ce qu'il sous-entendait par là. Et moi aussi. À l'extérieur de ces murs, étaient assis des centaines d'invités, des journalistes, des vétérans de l'armée, des diplomates, des amis, et de la famille. Des gens qui n'avaient pas la moindre idée de la raison pour laquelle des gardes royaux m'avaient amené ici. Le roi m'a regardé droit dans les yeux. Commandante Carter, avec votre permission, j'aimerais leur raconter votre histoire. Je l'ai dévisagée, complètement stupéfaite. J'ai ensuite regardé vers les portes closes, au-delà desquelles la fête du mariage suivait son cours. Et, pour la toute première fois de la journée, j'ai pris conscience d'une chose. La véritable cérémonie n'avait pas encore eu lieu. J'avais pourtant déjà pris la parole devant de grandes foules, cérémonie militaire, conférence sur le leadership, remise de grade, funérailles, et départ à la retraite. Mais, alors que je suivais le roi en direction du pavillon de réception, je me sentais beaucoup plus nerveuse que je ne l'avais jamais été derrière un pupitre. Car il ne s'agissait plus ici de service, de devoir, ou de grade militaire. Il s'agissait de la famille. Et les blessures familiales sont bien souvent plus difficiles à affronter que les épreuves publiques. La réception avait repris pendant que nous étions à l'intérieur. Les invités occupaient des dizaines de tables, offrant une vue imprenable sur la baie de Chesapeake. Les verres en cristal scintillaient sous le soleil de l'après-midi. Un petit orchestre jouait doucement, près du bord de l'eau. Les conversations allaient bon train. La plupart des gens ne se doutaient absolument pas qu'une réunion privée venait de bouleverser tout le cours de la journée. C'est alors que le roi a fait son apparition. Tout s'est arrêté net. La musique s'est tue. Les bavardages se sont éteints. Les gens se sont levés de leur siège avec déférence. Je le suivais, à quelques pas derrière lui. Une onde de confusion a traversé la foule, tout particulièrement lorsqu'ils m'ont remarqué. La femme qui n'était pas censée être là. La femme escortée par les propres gardes royaux. La femme qui se tenait désormais aux côtés du roi. Les journalistes ont immédiatement changé de position pour mieux voir. Les photographes ont levé leurs appareils de manière frénétique. De mon côté, je ne voulais rien de plus que de me fondre dans le plancher. Au lieu de cela, je suis restée bien droite, silencieuse, pendant que le roi s'approchait du micro. Il a attendu que l'assemblée s'apaise complètement. Puis, il a pris la parole. Mes amis. Sa voix a porté sans le moindre effort à travers le pavillon. Aujourd'hui est un jour de joie. Les invités ont souri avec bienveillance. Rachel, elle, était assise, complètement figée, aux côtés d'Alexander. Le prince lui a doucement pressé la main. Le roi a continué son discours. Nous sommes réunis ici pour célébrer l'amour, la famille, et l'engagement. Il a marqué une courte pause. Mais, avant que nous ne poursuivions, il y a quelqu'un que j'aimerais vous présenter. Des centaines de pères dieux se sont tournés vers moi. Je me suis soudainement prise d'un grand intérêt pour les lattes du parquet. Le roi a tendu une main chaleureuse dans ma direction. La commandante Emily Carter. Des murmures se sont propagés instantanément. De nombreux invités ont reconnu le nom de famille. D'autres ont immédiatement identifié mon uniforme. Le roi a souri. Il y a plusieurs années de cela, lors d'une mission humanitaire en Méditerranée, une officière de la marine américaine m'a sauvé la vie. Les chuchotements se sont arrêtés d'un coup. Tous les visages se sont concentrés sur lui, y compris le mien. Même si je connaissais déjà cette histoire, l'entendre raconter publiquement me procurait un sentiment totalement différent. Le roi a décrit l'accident, la terrible tempête, le sauvetage, et les longues heures d'attente avant l'arrivée des équipes médicales. Il ne parlait pas comme un monarque relatant un événement officiel. Il parlait avec l'émotion d'un homme reconnaissant, qui se remémore l'un des pires jours de son existence. Lorsqu'il a terminé la description du sauvetage, il m'a regardé droit dans les yeux. La commandante Carter n'a jamais demandé qui j'étais. Quelques invités ont ri doucement. Elle n'a jamais demandé mon titre. D'autres sourires ont parcouru l'assemblée. Elle n'a jamais demandé quelle récompense pourrait suivre. À présent, la pièce était plongée dans un silence absolu.
Le roi a placé une main sur son cœur. Elle a simplement vu un autre être humain, un homme qui avait désespérément besoin d'aide. Quelque chose s'est serré fort dans ma poitrine. Je n'étais pas habitué aux louanges. La plupart des militaires ne le sont d'ailleurs pas. Nous sommes entraînés à nous concentrer sur la mission, et non sur nous-mêmes. Le roi a repris la parole. Pendant des années, j'ai souhaité la remercier comme il se doit. Son regard a balayé l'assistance. Et, pendant des années, elle a rendu la chose totalement impossible. Des rires ont parcouru la foule amusée. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. C'était tellement moi. Puis, son expression est redevenue sérieuse. Il y a une véritable leçon à tirer de son histoire. Le pavillon est devenu parfaitement immobile. Les titres importent bien moins que le caractère. Sa voix s'est affermie. La richesse importe bien moins que l'intégrité. Il a fait une pause calculée. Le statut social importe bien moins que le sens du service. J'ai remarqué que plusieurs vétérans, assis vers l'avant, hochaient silencieusement la tête. Ils comprenaient parfaitement. Le roi m'a doucement désigné du doigt. La grandeur ne se trouve pas dans le fait d'être admiré. Il a fait une nouvelle pause. Elle se trouve dans la façon dont nous traitons les gens, lorsque personne ne nous regarde. Pendant quelques secondes, l'auditoire est resté pétrifié. Puis, une personne s'est levée. Un ancien combattant des marines, plus âgé, assis près de la scène. Il s'est mis à applaudir. Un autre vétéran s'est levé à son tour. Puis un autre. En l'espace de quelques instants, le pavillon tout entier s'est dressé d'un seul bloc. Des centaines de personnes m'applaudissaient à tout rompre. Pas de manière polie. Pas par simple obligation mondaine. Mais avec une sincérité désarmante. Ce torrent de bruit a déferlé sur moi. Et je ne savais honnêtement pas comment réagir. Une partie de moi voulait s'enfuir et se cacher. Une autre partie avait follement envie de pleurer. Au lieu de cela, je suis resté planté là, essayant d'absorber cet instant auquel je ne m'étais jamais préparé. L'ovation debout a duré près d'une minute entière. Lorsqu'elle a finalement pris fin, le roi s'est écarté, laissant la place. Alexander s'est approché du micro. Son expression était bouleversée. Beaucoup plus ému que tout ce que j'avais pu voir lors de ses interviews télévisées. Commandante Carter, a-t-il commencé. Puis, il s'est arrêté, et m'a souri. Émilie. La foule a doucement ri. Alexander a secoué la tête avec amusement. Mon père parle de vous depuis des années. Il a jeté un regard complice au roi. Pour être honnête, j'avais fini par me demander si vous existiez vraiment. Des rires francs ont éclaté dans le pavillon. Puis, ses traits se sont adoucis. Quand j'ai appris que Rachel était votre sœur, j'ai été submergé de joie. Son regard s'est brièvement posé sur sa jeune épouse. Je voulais vous remercier personnellement. Il a de nouveau plongé ses yeux dans les miens. Vous remercier pour tout ce que vous avez fait. La sincérité vibrante de sa voix m'a touché. Non pas parce qu'il était un prince. Mais parce qu'il parlait comme un fils. Un fils profondément reconnaissant que son père ait survécu. Cette gratitude semblait si réelle, si humaine. Elle était universelle. Alexander a levé son verre, en l'honneur de la commandante Emily Carter. La foule a imité son geste. Une deuxième salve d'applaudissements a retenti. Cette fois-ci, j'ai finalement réussi à faire un petit signe timide de la main. Le public a ri chaleureusement. La tension s'est relâchée d'un coup. Mais, alors que les applaudissements s'estompaient, mes yeux ont dérivé vers Rachel. Et c'est à ce moment précis que tout a pris un autre sens. Car elle n'était pas en colère. Elle n'était pas rancunière. Elle n'était pas non plus sur la défensive. Elle pleurait à chaudes larmes. Pas ces larmes calculées que les gens produisent lorsque des caméras tournent à proximité. De vraies larmes, douloureuses. Le genre de larmes qui vous échappent, lorsque des vérités, enfouies depuis trop longtemps, refont soudainement surface. Pendant des années, Rachel avait couru après l'admiration, la reconnaissance, le statut, et la validation des autres. Et maintenant, elle regardait des centaines de personnes honorer quelqu'un qui n'avait jamais rien cherché de tout cela. Je crois que c'est à cet instant précis, qu'elle a enfin compris la différence. Pas la différence entre elle et moi. Mais la différence entre la réussite sociale, et le véritable caractère.
La réception s'est poursuivie. Les invités se sont approchés de ma table tout au long de l'après-midi, vétérans, diplomates, familles, amis, et même quelques journalistes. Bien que la sécurité ait maintenu la plupart d'entre eux à une distance très respectueuse. Tout le monde voulait entendre l'histoire de ma bouche. Je n'ai cessé de leur répéter la même chose, je ne faisais que mon travail. La plupart me souriaient poliment en retour. Mais bien peu semblaient convaincus par mon explication. Tard dans l'après-midi, je suis sorti sur un balcon tranquille, qui surplombait la baie. Pour la première fois depuis le début de la journée, j'étais enfin seul. L'eau miroitait doucement, sous la lumière déclinante du soleil. Des voiliers dérivaient paisiblement au loin. La brise semblait merveilleusement fraîche contre mon visage. J'ai enfin pu expirer longuement. Cette journée tout entière me paraissait irréelle. Quelques heures plus tôt, j'arrosais des plants de tomates dans mon jardin. Et voilà que je venais de recevoir une ovation debout, lors d'un mariage royal. La vie a vraiment un sens de l'humour très étrange, parfois. La porte du balcon s'est ouverte derrière moi. Je n'ai pas eu besoin de me retourner. Je savais déjà de qui il s'agissait. Rachel. Ses pas se sont arrêtés juste à côté de moi. Pendant plusieurs secondes, aucune de nous n'a osé parler. Le silence n'était pas gênant, il était seulement lourd. Des années de blessures se dressaient silencieusement entre nous. Finalement, elle s'est essuyée les yeux. Émilie. Sa voix s'est brisée. Je me suis tourné vers elle. Pour la première fois depuis le début des festivités, il n'y avait plus de journalistes, plus de têtes couronnées, plus de public. Il n'y avait que deux sœurs, se tenant seules au bord de l'eau. Et je pouvais deviner, à son expression, que la conversation que nous allions avoir compterait bien plus, que tout ce qui s'était passé sur scène. Pendant un long moment, nous sommes restés muettes. Les bruits de la réception nous parvenaient faiblement, à travers les portes vitrées fermées derrière nous. Des rires, de la musique, des tintements de verre. La vie qui continue. Pourtant, sur ce balcon, le temps semblait étrangement suspendu. Rachel se tenait près de la balustrade, le regard perdu à travers l'étendue d'eau. Son maquillage n'était plus du tout parfait. L'expression soigneusement contrôlée, qu'elle avait affichée toute la journée, avait disparu. Pour la première fois depuis des années, elle ressemblait à nouveau à ma sœur. Pas une mondaine, pas une future princesse. Juste Rachel. La fille de l'Ohio. La petite fille qui s'asseyait avec moi sur la véranda arrière, pendant les tempêtes d'été. Elle a fini par prendre la parole. Je ne sais pas par où commencer. J'ai fait un petit haussement d'épaule. Et c'est la vérité. Elle a ri doucement, à travers ses larmes. C'est probablement une chose qui n'a que trop tardé. Je me suis appuyé contre la rambarde, et j'ai patienté. Parfois, les gens ont davantage besoin de silence que de bons conseils. Rachel a pris une grande inspiration. Quand nous étions enfants, tout le monde t'aimait. J'ai cligné des yeux de surprise. Ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Elle a poursuivi, maman et papa étaient fiers de nous deux. J'ai hoché la tête. Ils l'étaient, en effet. Mais ils t'admiraient, toi. Sa voix s'est mise à trembler. Même quand tu étais toute petite. J'ai froncé les sourcils. Rachel. S'il te plaît, laisse-moi finir. J'ai acquiescé silencieusement. Elle regardait fixement les vagues. Tu faisais toujours ce qu'il fallait faire. Une nouvelle pause. Tu aidais les gens. Tu travaillais dur. Tu ne te plaignais jamais. Ses yeux se sont de nouveau embués. Et à chaque fois que quelqu'un parlait de toi en bien, je me sentais de plus en plus insignifiante. Je n'ai rien répondu car, pour la première fois, je n'entendais plus une accusation amère. J'entendais une véritable douleur. Ce genre de souffrance qui grandit silencieusement pendant des années, sans que personne ne se rende compte de sa présence. Rachel a eu un rire sans joie. Est-ce que tu sais à quel point ça a l'air ridicule? Non. Eh bien, pour moi, ça semble vraiment ridicule. Elle a essuyé ses yeux rougis. Tu m'as donné de l'argent quand je ne pouvais pas payer mon loyer. Je m'en souvenais très bien. Tu m'as aidé à entrer dans ce programme d'été sur le leadership. Je m'en souvenais aussi. Tu m'as défendu, tout au long de ma vie. Elle a dégluti difficilement. Et, d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à me convaincre que tu étais ma rivale.
Ces mots m'ont frappé avec une violence inattendue, car j'ai soudainement pris conscience d'une chose. Pendant des années, j'avais cru que Rachel me regardait de haut. C'était peut-être vrai en partie. Mais, sous cette arrogance de façade, il y avait eu autre chose. De la peur. Une insécurité chronique. La conviction intime qu'elle ne serait jamais à la hauteur. Le côté tragique de l'histoire, c'était que je n'avais jamais pris de mesure entre nous. Pas une seule fois. Rachel m'a regardé avec intensité. J'étais terriblement jalouse. L'honnêteté crue de sa voix m'a bouleversé. Je détestais la façon dont les gens te respectaient. J'ai secoué la tête avec lenteur. Rachel, non. Elle s'est essuyée le visage à nouveau. Tu mérites d'entendre ça. Le soleil de l'après-midi se reflétait à travers la baie, juste derrière elle. J'ai passé des années entières à courir après des choses, juste pour que les gens me remarquent. Elle a ri doucement. Puis, aujourd'hui, j'ai vu une salle entière se lever. Pour acclamer quelqu'un qui n'a jamais essayé d'impressionner qui que ce soit. Une larme a roulé le long de sa joue. Et j'ai enfin compris pourquoi. Le silence qui a suivi était différent, plus léger d'une certaine manière. La vérité a cette capacité incroyable à vous libérer d'un poids écrasant. Même lorsqu'il s'agit d'une vérité douloureuse. Finalement, Rachel m'a regardé droit dans les yeux. Je suis désolé. 3 mots tout simples. Et pourtant, ils portaient en eux des années de regrets, des années de distance creusée, et de profonds malentendus. Je suis désolé pour l'invitation. Elle a secoué la tête vivement. Non. Une autre larme est apparue au coin de son œil. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait. Je pouvais voir à quel point cette démarche était difficile pour elle. La fierté ne rend pas les armes si facilement. Surtout après avoir passé des années à construire son identité autour des apparences. Sa voix s'est brisée pour de bon. J'ai blessé la seule personne qui m'a toujours aimé sans condition. Cette phrase m'a presque fendu le cœur, car elle était vraie. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas sans défaut, mais c'était la stricte vérité. Je l'avais toujours aimé. Même après cet appel cruel. Même quand l'invitation au mariage n'était jamais arrivée. Même après qu'elle m'ait traité d'embarras public. La famille ne cesse pas d'être la famille, simplement parce qu'elle nous déçoit. Du moins, c'est la leçon que mes parents m'ont toujours enseignée. Rachel a baissé la tête de honte. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. J'ai eu un sourire triste. Tant mieux. Elle a relevé les yeux, profondément surprise. J'ai alors continué, parce que le pardon n'est pas quelque chose qui se mérite. Pendant un long moment, elle s'est contentée de me regarder. Puis, elle s'est remise à pleurer de plus belle, et cette fois-ci, moi aussi. Ce n'étaient pas des sanglots dramatiques, juste de simples larmes. 2 sœurs se tenant sur un balcon, laissant enfin s'envoler des années de blessures. Un instant plus tard, Rachel a fait un pas en avant. J'ai ouvert les bras, et nous nous sommes serrés fort. Le genre d'étreinte qui exprime tout ce que les mots sont incapables de dire. Le genre d'étreinte qui vous rappelle que certaines relations valent la peine de se battre. Même après avoir été brisées. Et surtout après avoir été brisées. Lorsque nous nous sommes enfin séparés, nous rions toutes les deux à travers nos larmes. Rachel a pointé le doigt vers la salle de réception. On doit avoir l'air terriblement moche. J'ai éclaté de rire. Oh ça, c'est absolument certain. La porte du balcon s'est ouverte dans un grincement. Alexander est sorti. Il s'est arrêté net lorsqu'il nous a vus dans cet état. Puis, il a souri. Un sourire d'une profonde sincérité. Le sourire d'un homme soulagé de trouver la paix, là où le conflit régnait autrefois. Est-ce que je vous dérange? Rachel a secoué la tête avec douceur. Non. Alexander s'est approché de nous, et a passé un bras protecteur autour de ses épaules. Puis, il m'a regardé. Émilie? Oui. Merci du fond du cœur. J'ai souri à mon tour. Pourquoi donc? Pour lui avoir donné une seconde chance. J'ai jeté un coup d'œil à Rachel. Elle lui a serré la main avec tendresse. Et, pour la première fois de la journée, elle avait l'air sincèrement heureuse. Pas parce que des gens la regardaient. Pas parce que des caméras étaient braquées sur elle. Mais parce qu'elle n'avait plus du tout besoin de faire semblant. Plus tard dans la soirée, le roi m'a convié à un dîner de famille très privé.
Rien de formel. Pas de grands discours, pas le moindre journaliste. Rien que la famille. Nous avons parlé du sens du service, de la vie, de ce que signifiait le leadership, et des erreurs de parcours. Avant que la soirée ne s'achève, le roi m'a remis une distinction civile de son pays, en reconnaissance de ce fameux sauvetage effectué des années plus tôt. Je l'ai accepté avec le plus grand des respects. Mais, si je dois être tout à fait honnête, ce ne fut pas la chose la plus précieuse que j'ai reçue ce jour-là. La chose la plus précieuse fut de m'asseoir en face de ma sœur, et de rire à nouveau avec elle. C'était le cadeau inattendu, et c'est celui que je chéris le plus au monde. Les mois ont passé après le mariage. La vie a doucement repris son cours normal. Je suis resté dans la marine. Rachel et Alexander ont commencé leur nouvelle vie de couple marié. Les gros titres des journaux ont fini par s'estomper. Le cycle de l'information est passé à autre chose. Mais un changement majeur a perduré. Rachel a commencé à m'appeler très régulièrement. Pas pour se faire de la publicité, ni pour sauver les apparences. Juste pour discuter. Parfois pour parler de choses sérieuses, et parfois pour ne rien dire du tout. Les anniversaires sont redevenus de vraies réunions de famille. Les fêtes de fin d'année ont retrouvé toute leur chaleur. La distance qui nous séparait, et qui m'avait un jour semblé permanente, a fini par s'effacer lentement. Pas du jour au lendemain, bien sûr. La confiance revient rarement avec une telle rapidité. Mais elle est revenue, c'est une certitude. Une conversation à la fois, un appel téléphonique après l'autre, et un acte de grâce à la fois. Avec le recul, les gens me demandent souvent si j'ai ressenti un désir de vengeance ce jour-là. Si j'ai éprouvé de la satisfaction en regardant le terrible secret de Rachel exposé ainsi, devant des centaines d'invités. La vérité est bien plus simple que ça. Ce que j'ai ressenti, c'était d'abord une immense tristesse. Puis de la compréhension. Et, enfin, de la compassion. Car les plus grandes victoires ne résident jamais dans les moments où quelqu'un d'autre chute lourdement. Elles résident dans les moments où la guérison commence enfin. Parfois, les personnes qui nous blessent le plus mènent des batailles invisibles, dont nous ignorons tout. Cela n'excuse en rien leur mauvais choix, bien évidemment. Mais comprendre ces batailles secrètes peut ouvrir la porte au pardon. Et le pardon, je l'ai appris à mes dépens, est bien souvent la propre liberté que nous nous accordons à nous-mêmes. S'il n'y a qu'une seule leçon que j'espère vous voir tirer de mon histoire, c'est celle-ci, le caractère dure bien plus longtemps que n'importe quel statut social. La gentillesse survit aux applaudissements les plus nourris. Et la famille, lorsqu'on lui offre de l'honnêteté, de l'humilité, et un peu de grâce, peut parfois retrouver le chemin de la maison. Si ce récit vous a touché, prenez un petit instant pour penser à quelqu'un avec qui vous avez perdu le contact. Quelqu'un qui compte encore pour vous. Vous ne savez jamais ce qu'un simple appel téléphonique, une seule conversation sincère, ou un unique acte de pardon pourrait guérir. Et, si vous avez apprécié passer ce moment en ma compagnie, je serais très honoré que vous partagiez cette histoire. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, et rejoignez-nous à nouveau, pour un autre voyage émotionnel. D'ici la prochaine fois, prenez bien soin de vous, et prenez soin les uns des autres.